Dans la section précédente, nous avons exprimé le champ électromagnétique, c'est-à-dire le potentiel vecteur, en fonction d'opérateurs de création et d'annihilation de photons. L'expression que j'entoure ici donc, résume la situation. Donc, le champ A est une somme sur différents modes de propagation, le vecteur dans le Q, la polarisation J, d'une combinaison d'un opérateur d'annihilation de photons et de création de photons, avec des vecteurs ici qui décrivent la polarisation du champ A, ainsi que les fonctions d'onde exponentielles. On avait, dans le chapitre précédent, fait quelque chose de semblable pour les électrons, où le champ électronique, ou donc le champ de Dirac, s'exprime ici comme une somme sur les quantités de mouvement et sur les polarisations de spin, d'opérateurs d'annihilation d'électrons, de création d'antiélectrons, donc de positrons, avec des spinners de base, et ainsi de suite. Donc, il y a une certaine constance, une similitude entre ces expressions. On a des parties spatiales qui sont toujours des exponentielles représentant des ondes planes. Ici, on a une partie polarisation qui, chez les électrons, prend la forme de spinner et chez les photons, prend la forme d'un vecteur de polarisation. Et on a bien sûr les opérateurs de création et d'annihilation. Bon, maintenant, on va étudier donc l'interaction entre les électrons et les photons, c'est-à-dire qu'on va considérer la partie du hamiltonien qui fait le lien entre les champs électromagnétiques et les sources, la matière, si on veut. Donc, on a vu que cette partie du Lagrangien d'interaction, donc ce Lagrangien d'interaction, en fait, a la forme suivante. Donc, c'est le produit scalaire du quadripotentiel avec le courant, ou la densité de courant. La densité de courant pour les électrons, c'est bien sûr la charge fois cette quantité ici, que j'entoure. Donc, ce Lagrangien d'interaction, si on le traduit en hamiltonien d'interaction, va comporter un changement de signe, parce que c'est de l'énergie potentielle essentiellement, au sens hamiltonien du terme. Donc, il faut changer le signe de l'énergie potentielle en passant du Lagrangien au hamiltonien. Et donc, le hamiltonien d'interaction aurait cette forme précise. Et maintenant, vu que je suis dans la jauge de Coulomb, la composante temporelle de A, donc A0 serait identiquement 0, et j'aurais cette partie-là. Donc, commentaire maintenant. Vous allez me dire, j'ai pu affirmer auparavant que la composante temporelle, le potentiel électrique était nul parce que j'étais en l'absence de source. Ça faisait partie du raisonnement. Maintenant, je suis en présence de source, alors comment est-ce que je peux continuer à supposer que A0 est égal à 0? Excellente question. Ici, c'est la partie radiative du champ électromagnétique qui nous intéresse, donc la partie photon. Si on avait des sources, le même raisonnement qu'on a fait précédemment serait correct, sauf qu'on aurait une partie statique à la source. Donc, on aurait, par exemple, un champ, on pourrait avoir un potentiel électrique qui est fixe et constant, qui vient de sources fixes, d'accord, et qui ne ferait pas partie de la dynamique du champ électromagnétique. Alors, donc, la partie photon ne vient que de la partie potentiel vecteur dans cette jauge de Coulomb. Donc, si j'exprime donc, en tenant compte de ça, le hamiltonien d'interaction, j'obtiens ici strictement le potentiel vecteur et la partie spatiale, donc la densité de courant associée au champ de Dirac. J'ai introduit ici une notation pour les matrices gamma de Dirac, uniquement pour les composantes spatiales. Donc, les trois matrices spatiales forment une espèce de vecteur de matrice gamma ici. Et je pourrais, pour progresser, pour pouvoir interpréter chacun des termes de cette interaction, substituer pour ce facteur-ci, celui-ci et celui-ci, les développements qui sont ici. Donc, ça fait une expression assez compliquée. Donc, le H serait donné par ça ici. Donc, cette partie est remplacée par une triple somme. Donc, j'ai une somme pour les photons ici, j'ai une somme pour les deux facteurs psi bar et psi, et j'ai substitué donc ces expressions-là, donc celle-ci pour le potentiel vecteur, celle-ci pour le champ psi, et celle-ci pour le champ psi bar. Alors, le champ psi bar, tout ce que ça change, c'est que j'ai remplacé U par U bar ici, donc V par V bar, c'est-à-dire que ça sous-entend qu'on multiplie par la droite
par gamma 0 après avoir pris un conjugué hermitien. Bien sûr, ça change le C qui est ici en C-DAG parce que j'ai pris le conjugué hermitien, ainsi que le D-DAG en D. Donc, évidemment, cet opérateur crée des électrons. Ça détruit des positrons, détruit des électrons, crée des positrons. Entre ces deux facteurs, celui-ci et celui-ci, je mets bien sûr ce que j'ai ici, la matrice gamma qui est là. Donc, quand je développe tout ça, ça me donne un nombre, 8 en fait. 8 termes différents parce que j'ai 2 termes par facteur, j'ai 3 facteurs. J'aurai ces sommes qui sont compliquées ici. J'ai rationalisé tout ça. J'ai mis une somme sur P, P' et Q au lieu de K, somme sur S, S'. Et j'ai identifié ici la polarisation avec un indice R au lieu d'un indice J. Alors, excusez-moi pour le changement de notation, mais c'est une expression assez lourde qu'on n'utilisera pas dans le détail, rassurez-vous. Donc, pour chacun des 8 termes, bien sûr, j'ai des combinaisons possibles d'opérateurs de création ou d'annihilation. J'ai des termes qui font intervenir les spineurs et les matrices gamma avec les vecteurs de polarisation. Donc, j'ai des termes comme celui-ci, par exemple, où j'ai pris le U bar d'un côté, le U de l'autre, le gamma entre les deux. Tout ça, c'est un vecteur au sens 3D du terme, parce que c'est un vecteur de matrice gamma que je prends en produit scalaire avec le epsilon qui est là. Alors, notez encore une fois que U est un spinner colonne. Gamma, une matrice 4 par 4. U bar, un spinner rangé. Donc, les trois termes ensemble forment un scalaire du point de vue de Dirac, mais puisque j'ai 3 types de matrices gamma pour les indices spatiaux 1, 2, 3, ça me fait un vecteur. Ce vecteur est en produit scalaire avec ce vecteur. Donc, tout ça fonctionne bien et j'ai bien sûr la partie fonction d'onde ici, donc les exponentielles complexes qui se trouvent à accumuler des facteurs impliquant les différents vecteurs d'onde. Ces facteurs, lorsque j'intègre sur R, vont se simplifier, c'est-à-dire que j'aurai une règle de sélection qui fait que ce qui multiplie R dans l'exponentielle doit être nul. Donc, un delta de Kronecker qui va intervenir, ça va fixer la valeur de P', par exemple. Donc, dans ce terme, si je l'intègre sur R, il faudrait que P' soit égal à P moins Q. Et de manière différente, dans chacun des autres termes, j'aurai une relation du même genre. Ce qui fait que je peux encore plus simplifier cette expression, donc en ayant aussi une somme sur P et Q, donc j'ai enlevé la somme sur P', je remplace P' par sa valeur, toujours la somme sur S, S' et R, et j'aurai ici uniquement des termes qui contiennent les opérateurs de création et d'annihilation, ainsi que des facteurs qui font un peu le lien entre le spin associé aux fonctions d'onde, donc spinner de base des électrons, et les polarisations du champ électromagnétique. Ces facteurs sont importants dans la conservation du moment cinétique lorsqu'on a des processus d'absorption ou d'annihilation, enfin, bref, tous les processus qui impliquent des photons et des électrons. On n'ira pas dans le détail de ça. Maintenant, ça fonctionne automatiquement, en quelque sorte, quand on fait des calculs. Donc, j'ai 8 termes aussi, dans le sens que j'ai ces termes-là. Et je veux simplement insister sur une chose ici. Si on se reporte au chapitre 2, concernant les interactions du champ scalaire avec lui-même, on avait fait ce genre de développement aussi, c'était un peu plus simple. Et c'était dans le but d'appliquer la théorie des perturbations ordinaires et de définir donc des amplitudes, de calculer des amplitudes de diffusion entre un état initial et un état final. On avait 2 bosons dans l'état initial, 2 bosons dans l'état final. On avait des états intermédiaires qui intervenaient. Donc, c'est un peu la même chose qu'on pourrait faire ici. Chacun des termes de ce Hamiltonien, chacun des 8 termes, correspond à une espèce de processus qu'on pourrait définir dans le cadre de cette théorie des perturbations. Par exemple, prenons ça ici. Qu'est-ce que ça représente? On se trouve à détruire un photon, à détruire un électron et à créer un électron. Donc, on se trouve en fait à avoir un électron qui absorbe un photon et qui renaît en quelque sorte avec une quantité de mouvement différente. Mais si on regarde la quantité de mouvement, on voit qu'on a enlevé une quantité de mouvement Q ici parce qu'on détruit une particule de quantité de mouvement Q. On détruit une particule de quantité de mouvement P moins Q et on
crée une particule de quantité de mouvement P. Donc, au total, on n'a rien changé dans le bilan des quantités de mouvement. On est neutre. Donc, ce facteur ici, enfin ce terme, décrit bien l'absorption d'un photon par un électron qui absorbe sa quantité de mouvement et donc se trouve à changer de direction. On pourrait représenter ça graphiquement comme ceci. On a donc un électron qui absorbe un photon et qui qui change de quantité de mouvement essentiellement. Donc, sur ces différentes figures, il faut supposer que le temps s'écoule vers le haut, comme indication. Donc, regardons cette autre possibilité ici. On détruit un photon, on crée un positron et on crée un électron. Encore une fois, la quantité de mouvement totale est préservée parce que j'ai créé électron et positron avec deux quantités de mouvement dont la somme est égale à plus Q et j'ai enlevé une quantité de mouvement Q. Donc, encore une fois, le bilan des quantités de mouvement fonctionne. Et le diagramme, pour ça, le petit schéma qui pourrait représenter ça serait, par exemple, celui-ci, le deuxième, bien sûr. Parce que là, j'ai absorbé, et là, je crée un électron et un positron. Vous allez me dire, les flèches, que veulent-elles dire? C'est une bonne question. Les flèches vont distinguer entre un positron et un électron ici. Donc, une particule qui sort avec une flèche comme ceci va être un électron. Une particule qui sort, mais avec une flèche inversée, serait un positron. De sorte qu'à un vertex donné, on suit la charge électrique avec les flèches, en quelque sorte. La charge électrique de l'électron rentre ici, sort ici. Donc, c'est une conservation de la charge qui est importante. Le processus doit conserver la charge électrique aussi bien qu'il conserve la quantité de mouvement. Et cette conservation de la charge électrique, elle est graphiquement représentée par ces flèches. Troisième exemple ici. Donc, ce terme représente l'émission d'un photon. Donc, encore une fois, on a un électron qui change de quantité de mouvement en émettant un photon, donc ça correspondrait à ceci. Je continue. Ce terme, je crée, donc j'émets un photon. J'émets une particule et une antiparticule en même temps. Donc, je fais quelque chose qui ressemble à ça. Okay. Vous allez me dire, oui, mais ça part de rien, et ici, j'ai trois particules. Oui, en effet. Il ne s'agit pas d'un processus physique. Il s'agit d'un terme dans le hamiltonien. Bien sûr, tout seul, ce terme ne ferait rien. Au premier ordre, il n'y aurait aucune amplitude de diffusion. Il faut que j'aille au deuxième ordre pour pouvoir combiner des termes comme ceux-ci pour avoir un processus physique qui conserverait l'énergie et la quantité de mouvement. Donc, on peut deviner ce qui se produit dans les autres termes. Je vous laisserai faire ça. C'est assez simple. Mais, donc, ce n'est pas si important à ce stade parce qu'on ne continuera pas dans la lancée exactement de la même manière qu'au chapitre 2. Ce qui serait long et évidemment peut-être difficile à suivre à la longue. Ce qu'on a affirmé au chapitre 2, c'est que cette façon de faire, de construire des diagrammes à partir de l'interaction, ça va bien, c'est détaillé, mais à la fin, ça peut se résumer en certains diagrammes de Feynman qui, chacun d'entre eux, correspond à plusieurs diagrammes de la théorie des perturbations non relativistes. Et donc, ce que l'on va faire ici, c'est non pas expliquer tout ça dans le détail, mais énoncer les règles de Feynman qui sont appropriées pour l'électrodynamique quantique. On a déjà énoncé les règles de Feynman pour l'interaction du champ scalaire avec lui-même. On va simplement ici voir ce qui change lorsqu'on a affaire à des électrons, positrons et des photons. L'ensemble des règles est à peu près le même qu'avant, mais il y a des détails qui changent. Donc, par exemple, on va devoir introduire, de manière un peu artificielle, vous allez dire, une composante temporelle au vecteur de polarisation. Donc, on va se définir. On avait des vecteurs de polarisation, bien sûr, donc epsilon. Ces vecteurs étaient perpendiculaires à Q. C'était une condition qu'ils devaient respecter. Donc, on pourrait aussi, on devrait leur donner une composante temporelle qui, par définition, sera nulle. C'est une convention. Donc, lorsqu'on lorsqu'on veut calculer l'amplitude de diffusion, on doit, rappelons-nous, bien disposer les particules initiales et finales qui font partie du processus.
Et ces différentes particules correspondent à des facteurs dans l'amplitude qui étaient très simples dans le cas du champ scalaire, c'était 1. Ici, c'est un peu plus compliqué. Donc, à chaque fois que j'ai un fermion dans l'état initial, je vais ajouter à l'amplitude un facteur donné par ceci, U alpha PS. Alors, P, que représente-t-il? P, c'est le quadrivecteur de cette particule entrante dans le processus. S, c'est son état de spin. Donc, dans l'équation de Dirac, S prend deux valeurs. U alpha, c'est la composante du spinner de base associé. Alpha étant un indice qui va de 1 jusqu'à 4. Ce sont les différentes composantes du spinner. Donc, je mettrai sur la table donc, un U alpha PS à chaque fois que j'aurai un fermion qui rentre comme ceci et qui va aboutir à un vertex nécessairement, vertex qui contient l'interaction avec les autres particules ici. Pour un fermion final, j'aurai plutôt donc une flèche qui sort du vertex comme ceci et j'y associerai le facteur U alpha bar. Donc, bar pour conjuguer, si vous voulez, c'est le U bar qui va représenter l'état final ici. Pour un antifermion initial, j'aurai le V bar plutôt qui apparaîtrait avec une flèche dans le sens contraire. Et pour l'antifermion final, j'aurai le V alpha avec une flèche, encore une fois, dans le sens contraire, donc qui se dirige vers le vertex. Pour un photon initial, donc on représenterait les photons par une ligne ondulée comme ça. Et j'aurais comme fonction d'onde initiale du photon simplement son quadrivecteur polarisation. Encore une fois, quadrivecteur dont la composante temporelle est 0 par définition. Et la composante spatiale perpendiculaire à sa véritable quantité de mouvement Q. Pour le photon final, j'aurai le même facteur, mais en conjugué complexe. Et j'aurai des particules virtuelles de deux sortes. J'aurai des fermions virtuels, donc des électrons virtuels qui ne sont ni électrons ni positrons. C'est juste, donc c'est pas une particule physique, une particule virtuelle. Donc elle est ni antiparticule ni particule. C'est un facteur qui vient des fluctuations, en quelque sorte, des fluctuations du champ de Dirac. Donc ce n'est pas quelque chose qui correspond à une particule physique. Donc ce fermion virtuel comporte quand même une flèche, mais on ne peut pas dire si elle se propage vers la droite ou vers la gauche, ça n'a pas de sens. La flèche nous permet simplement de s'assurer de la conservation de la charge électrique à chacun des vertex. Cette flèche va d'un vertex à l'autre et bien sûr, chaque objet associé aux électrons ou aux positrons comporte un indice de Dirac. Ici, c'est les indices alpha et bêta. Et ça correspondrait à cette expression ici. Donc, j'avais pour un champ scalaire 1 sur p carré moins m carré. Ici, j'ai la même chose, mais au numérateur, en plus, j'ai un p mu gamma mu plus m. Et ça, c'est une matrice. C'est une matrice dont je prends l'élément bêta alpha pour contribuer à, à ce diagramme, à cette amplitude, avec le facteur i. Si j'ai un photon virtuel, il serait reproduit, enfin, il serait représenté par une ligne ondulée, encore une fois, mais avec des indices spatio-temporels aux extrémités. Et je lui associerai le facteur g mu nu divisé par q carré. Q étant ici le quadrivecteur qui passe par cette ligne. Enfin, pour un vertex a toujours cette structure, une ligne de photon, une ligne avec une flèche qui rentre, une autre avec une flèche qui sort. Donc, ces lignes avec flèches ont des indices de Dirac, alpha et bêta. Et au total, donc j'ai un facteur simple qui serait simplement donné par I fois E dans ce cas-ci. Bon, j'ajoute ici le facteur nécessaire. À chaque vertex, donc, on ajoute moins IE, étant la charge élémentaire, fois la matrice gamma mu, dont on prend l'élément bêta alpha. Alors, en fait, pour se souvenir, on va toujours dans le sens contraire des flèches pour aller de l'indice de rangée à l'indice de colonne. Voilà, donc on a donc un ensemble de règles. Et ensuite, on suit les mêmes règles que pour le champ scalaire, c'est-à-dire qu'on doit intégrer surtout les vecteurs d'onde associés aux lignes internes, appliquer des fonctions delta
pour la conservation à chaque vertex du quadrivecteur énergie-impulsion, et ainsi de suite. Donc, on va faire un exemple, n'ayez crainte, et tout cela va être détaillé. J'ajouterais que pour les fonctions d'onde, les spineurs de base des électrons et des positrons, au lieu d'utiliser la normalisation discrète qu'on a utilisée dans les développements en mode qu'on a utilisé ici, par exemple, eh bien, on va devoir, dans ces règles de Feynman, utiliser les normalisations relativistes. La différence, si vous vous en souvenez bien, c'est qu'il n'y a plus de facteur de volume et qu'on a divisé, on a normalisé par un facteur racine de 2 fois l'énergie. Donc, si on retourne à l'expression qu'on avait pour les spineurs de base dans le chapitre sur l'équation de Dirac, et qu'on enlève, enfin qu'on multiplie par racine de 2 fois l'énergie, on obtient bien ces expressions ici. Donc, on avait avant un facteur supplémentaire ici qui était racine de 2 fois l'énergie au dénominateur. Ce facteur disparaît lorsqu'on considère maintenant une normalisation relativiste. Et ce serait comme ceci aussi pour les fonctions de base représentant les positrons. Cette nouvelle normalisation, bon, les conséquences sont les suivantes. C'est que donc, ces spineurs ne sont plus normalisés comme avant, mais on obtient, en prenant les produits qui sont ici, une normalisation proportionnelle à 2 fois la masse, c'est-à-dire 2 fois l'énergie dans le repère de la particule, fois un delta de Kronecker sur les polarisations de spin. On aurait une normalisation comme celle-ci avec moins de m pour les spineurs V, et les U et les V seraient orthogonaux entre eux dans cette normalisation. Il y a d'ailleurs d'autres relations importantes dans cette normalisation relativiste. Par exemple, l'équivalent de la relation de fermeture. Donc, lorsqu'on a une base, on a une base orthogonale, disons, eh bien, le produit, les produits scalaires des vecteurs de base sont nuls, mais on a aussi l'équivalent d'une relation de fermeture qui fait que lorsqu'on somme sur les différents vecteurs de base et qu'on regarde les composantes de ces vecteurs-là, on obtient aussi une espèce de matrice identité. Bon, ça, c'est l'équivalent de ce qu'on a ici. Relation qu'on peut démontrer explicitement en se servant des expressions qui sont ci-dessus, c'est un peu banal. Donc, lorsque je prends le produit pour une valeur donnée de P, hein, P est fixe, donc je prends les produits de U avec U bar, avec des composantes différentes, et une même composante, donc une même polarisation de spin, mais que je somme sur les polarisations de spin, j'obtiens une relation ici, okay, qui implique des matrices de Dirac et le quadrivecteur P. Attention à la notation, une notation très courante en physique subatomique et en électrodynamique quantique en particulier, c'est celle-ci, le slash, ou le P bar oblique. Alors, on va dire P slash comme en anglais. Le slash ici fait simplement, représente une contraction avec les matrices de Dirac. Donc, P mu, gamma mu, comme ceci, avec un facteur, ou un indice covariant et un indice contravariant ici. C'est une raccourci qui est couramment utilisée. Même chose pour le quadrigradient ici, ou le potentiel vecteur. J'imagine que la barre ici n'est pas très bien dessinée, mais en fait, ça revient à dire ceci. Donc, le P slash qui est là veut simplement dire ça. Je n'étais pas obligé d'utiliser cette normalisation, mais comme on la rencontre souvent, donc autant le savoir. La même relation pour les spineurs V donnerait un truc avec P slash moins M, composante alpha bêta. Avant d'aller plus loin, voyons comment ça fonctionne pour un diagramme particulièrement simple, celui qui représente la diffusion électron-muon, c'est-à-dire la diffusion entre des particules qui, toutes les deux, obéissent à l'équation de Dirac, mais ne sont pas identiques. Donc, le diagramme aurait la forme suivante. À gauche, j'ai les muons, à droite, les électrons. Je numérote les particules 1, 2, 3 et 4. Je vais, comme dans tout diagramme, associer à chaque patte, ou en fait à chaque ligne, un quadrivecteur énergie-impulsion. Donc, pour les pattes externes, ça correspondrait au sens conventionnel qui est indiqué avec les flèches. J'aurais P1, P2, P3 et P4. Et j'aurais un quadrivecteur Q qui va s'écouler dans la direction indiquée pour la ligne interne, qui est un photon virtuel. Maintenant, pour chacun des états externes, je vais indiquer le facteur correspondant.
Donc, par exemple, pour l'électron, en fait, l'électron et le muon rentrant, je vais indiquer U alpha, fonction de P1, S1. Donc, je suppose qu'il y a une quantité de mouvement, énergie-impulsion P1, et aussi une polarisation S1 associée, que je ne détaille pas. Donc, j'aurai U alpha P1, S1, j'aurai U gamma P2, S2, U bêta bar, parce que c'est une particule sortante, P3, S3, et U delta bar, fonction de P4, S4. Donc, l'avantage d'avoir les facteurs tels qu'ils sont représentés dans le tableau des règles de Feynman, c'est que ce sont tous des nombres. Ce sont des composantes de spinner ou des composantes de matrice, mais ce sont des objets qui commutent entre eux. Donc, je peux les écrire dans l'ordre que je veux, et c'est uniquement à la fin, quand j'ai tout écrit, que je peux mettre ça dans un ordre qui respecte une certaine notation matricielle. Après avoir donc inscrit les différents facteurs qui représentent les états initial et final, je vais inscrire ce qui représente les vertex, donc les facteurs qui sont en bleu ici, moins IE, gamma, mu, bêta, alpha. Donc j'ai donc ici associé, alors attention, un indice de Dirac bêta à la particule sortante, alpha à la particule entrante ici, et pour obtenir les indices du vertex, je vais dans le sens contraire des flèches, comme ceci, et donc j'ai bêta, alpha. J'ai un mu qui fait référence à la ligne interne de photons. Il y aurait un nu de l'autre côté, donc de l'autre côté, j'aurais un gamma nu avec comme indice dans cet ordre, donc delta gamma, comme ceci, avec un moins IE. Donc ces facteurs, je les inscris ici, tels quels. Enfin, j'aurai le facteur associé au propagateur du photon virtuel, moins I G mu nu sur Q carré. Et Q carré, je vais tout de suite l'inscrire en imposant la conservation de l'énergie-impulsion à chaque vertex. Donc, je vais écrire ici que Q, dans ce sens, est simplement donné par P1 moins P3. Voilà. En plus de ça, j'aurai des facteurs de conservation de la quantité de mouvement que je pourrais mettre, dont j'ai déjà tenu compte. Et donc, je ne les inscris pas parce que j'en ai tenu compte. Et à la fin, il faut factoriser la conservation globale de la quantité de mouvement et impulsion. Donc, ça aussi, en ne l'écrivant pas, donc j'en tiens compte. Donc, j'ai cette expression ici. Cette expression, je peux maintenant la réécrire en respectant l'ordre des indices. Donc, par exemple, je vais suivre ici avec cette couleur. J'ai un indice bêta qui va se lier à cet indice ici. L'alpha, lui, va se lier à celui-ci. OK? Parfait. Pour donner une quantité scalaire qui serait écrite de la manière suivante, j'aurais U bar, P3, S3, gamma mu, U, P1, S1, comme ceci. Donc, j'ai fait disparaître les indices de Dirac en combinant le tout sous une notation matricielle. Avec une couleur peut-être différente ici, je pourrais lier maintenant delta qui apparaît ici, avec ça, comme ça. Je vais faire ça un peu plus propre, attendez un peu. Delta, comme ça. Et le gamma jusqu'ici. OK? Ce qui me permet d'écrire ici U bar P4S4 gamma nu fois U P2S2. Donc, en plus de ça, j'aurai moins IE au carré, ce qui me donne moins E carré. Et j'aurai le moins IG mu nu divisé par P1 moins P3 au carré. Voilà, c'est ce qui me permet d'écrire, donc là je l'écris un petit peu différemment, cette amplitude, comme ceci. Alors, vous allez me dire, E carré sur 4pi, c'est égal à la constante de structure fine, n'oublions pas. Donc, E carré sur 4pi, c'est la constante de structure fine alpha. Donc, au lieu d'écrire E carré, j'écris 4pi alpha. C'est ce que j'ai fait ici.
Donc, j'ai bien la même expression. Alors, les règles de Feynman me donnent les règles pour obtenir I fois l'amplitude. D'accord? Donc, I fois l'amplitude serait donné par ça. J'ai, bien sûr, G mu nu qui apparaît ici. Et donc, tout ce que j'avais ici, donc j'avais, n'oubliez pas, j'ai un moins E carré, n'est-ce pas? J'ai un moins ici avec le moins I, ça fait un plus I. Ça, c'est égal à I fois l'amplitude, donc je peux simplement diviser par I et j'obtiens sans aucun signe cette expression. Ici, j'ai reproduit précisément ce que j'avais là. Ici, ceci. D'accord? Donc, ça me donne la valeur de l'amplitude pour ce diagramme. Bien sûr, suite à cela, une fois que j'ai l'amplitude, qu'est-ce que je dois faire? Je dois la mettre au carré et l'insérer dans une formule pour la section différentielle de diffusion. Encore une fois, il y a une complication qui apparaît ici du fait qu'on a plusieurs états de spin possibles. Bref, lorsque je fais cette diffusion, cette expérience de diffusion électron-muon, eh bien, je devrais spécifier l'état initial de spin du muon et l'état initial de spin de l'électron. Et bon, c'est possible de le faire théoriquement, bien sûr, ce n'est pas un problème. Expérimentalement, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a souvent des faisceaux de particules qui sont non polarisés. Il faudrait les soumettre à certains champs pour les polariser, et ainsi de suite. Il y a une question de température de faisceau. Donc, généralement, ce que l'on fait, c'est de prendre une moyenne sur les polarisations. Donc, on considère des processus qui sont entre eux incohérents, c'est-à-dire qu'on considère un processus complet avec des spins bien définis. On met au carré l'amplitude pour obtenir la section différentielle de diffusion, et ensuite, on fait la moyenne de cette section différentielle de diffusion sur les possibilités de spin des états initiaux. Il y a aussi les spins des états finaux qui sont importants. Et encore une fois, le détecteur, s'il ne détecte pas l'orientation de spin, on fait simplement compter tous les événements, quel que soit le spin des particules détectées. Et donc, c'est comme si on faisait la somme sur les spins des états finaux. Donc, règle générale, ce qui importe, c'est de calculer ce qu'on appelle la section différentielle de diffusion moyennée sur les spins. Et donc, cet objet-là, qu'on note de cette manière, serait obtenu en calculant une amplitude au carré qui, elle, est sommée sur les spins finaux et moyennée sur les spins initiaux. La moyenne implique nécessairement de diviser par le nombre de possibilités. Donc ici, on a deux possibilités pour le muon, deux possibilités pour l'électron, ça fait un total de 4. Il faudrait donc diviser par 4 cette amplitude au carré et ensuite donc procéder à une somme correcte sur les polarisations. Comment fait-on cette somme sur les polarisations? Eh bien, il y a des formules pour ça. Donc, la formule qui est ici, qu'on appelle la formule de Casimir, qui nous permet de faire ça. Donc, cette formule générale dit quoi? J'ai ici un spinner conjugué en fonction de P1S1, P2S2, et j'ai une matrice gamma ici, que j'ai appelée gamma majuscule parce que je ne voulais pas la définir plus avant. Ça peut être n'importe laquelle. Ça peut être une matrice gamma ou parfois c'est une combinaison de matrice gamma ou ça peut être ce truc où je définis gamma bar comme étant simplement gamma 0 fois gamma conjugué gamma 0, mais ça peut être un produit de matrice gamma, donc ça peut être assez général. Je ne vais pas aller plus en détail. Et j'aurais une autre quantité qui serait fonction de P1 et de P2 aussi, mais en conjugué complexe, parce que quand je prends le module carré d'amplitude, j'aurais un facteur qui serait conjugué complexe, et j'aurais possiblement un gamma différent, donc j'appelle gamma prime. Et la formule de Casimir dit que si je prends cette combinaison-là, ce produit, et que je somme sur les différentes possibilités de spin S1 et S2 pour les deux particules, j'obtiens cette formulation ici. Donc, j'ai cette forme où j'ai la trace étant, parce que c'est une matrice, donc la trace sur les matrices de Dirac, j'aurai la trace de gamma fois le P2 slash plus M2 et gamma bar prime fois P1 slash plus M1. Encore une fois, 1 et 2 n'ont pas nécessairement à avoir la même masse. Ça peut être l'électron et le muon, comme dans l'exemple qu'on vient de faire. Donc, cette formule est importante parce que ces calculs-là, on sait comment les faire. Donc, ce sont des traces qui se ramènent à des traces de produits de matrice de Dirac. Et il y a des façons de les calculer. Par exemple,
la trace du produit de deux matrices de Dirac serait donnée par cette formule ici. Pourquoi? C'est assez simple. Dans ce cas-ci, on sait que on a la formule de base suivante, n'est-ce pas? Gamma mu fois gamma nu plus gamma nu fois gamma mu est égal à 2 fois G mu nu. Ça, c'est bien sûr G mu nu fois la matrice identité, bien sûr. Matrice identité 4 par 4. Donc, si je prends la trace de ce produit-là, c'est comme la trace de ceci, c'est pareil. Et je prends la trace de 1, j'obtiens 4. Okay? Donc, j'aurai 2 fois la trace de gamma mu nu, me donne 8 fois G mu nu. Ou encore, cette formule-ci. Je divise par 2. J'ai des variantes plus complexes. Par exemple, j'ai la trace d'un produit de 4 matrices de Dirac avec des indices différents. Eh bien, il y a une formule pour ça aussi, comme celle-là. On voit tout de suite que, bon, j'ai un terme négatif, deux termes positifs. Le terme négatif correspond au cas où mu et rho ne sont pas des indices contigus. D'accord? Bon, alors, voilà, je pourrais donc calculer n'importe quelle trace de cette manière. Maintenant, comment démontre-t-on cette fameuse formule de Casimir? Eh bien, comme ceci, allons-y dans le détail. J'ai ce facteur, le deuxième facteur ici, celui qui est conjugué complexe. Je vais commencer par le calculer et l'exprimer en fonction de quantité plus directe. Donc, le conjugué complexe d'un scalaire, c'est comme le conjugué hermitien. Donc, je prends le conjugué hermitien de ce truc-là. Donc, je trouve, premièrement, que ce qui est inscrit à l'intérieur, ici, je vais le détailler, c'est UDAG fois gamma 0 fois gamma prime fois U. Je prends le conjugué hermitien. Donc, j'exprime les mêmes choses dans l'ordre inverse. J'aurai UDAG avec UDAG de P2 ici. J'aurai gamma prime conjugué, le gamma 0 conjugué qui est égal à gamma 0 dans ce cas-là, et U de P1 S1. Ensuite, j'insère, parce que gamma 0 au carré est égal à 1, j'insère un double gamma 0 ici, ce qui me permet d'écrire cette partie-là comme U bar. Il me reste gamma 0, gamma DAG prime gamma 0, qui est égal à ce gamma bar ici par définition, et le U qui est là. Donc, armé de cette expression, je prends cette expression-là, je la mets ici, et ce qui résidait ici, bien sûr, reste inchangé au même endroit. Là, j'exprime tout en fonction des composantes de Dirac. Donc, j'ajoute les indices de Dirac pour faire les produits de spinner. Donc, j'aurai U bar alpha, gamma alpha bêta, U bêta, U bar gamma, gamma prime bar, gamma delta, U delta. Je somme sur les spins. Là, je me sers des relations de complétude, de fermeture qu'on avait ici, celle-là. D'accord? Donc, ce qui me permet d'écrire, précisément pour le U alpha, U delta ici. Ça me permet d'écrire une expression en fonction avec les indices delta alpha, avec P1 slash. Et de la même manière, le U bêta, U gamma, P2 qui est ici, me donnerait le P2 slash plus M avec indice bêta gamma. Donc, avec un produit sur ces matrices, maintenant je mets ça dans l'ordre correct en suivant les indices. Donc, j'aurai alpha, ensuite bêta, qui me permet de multiplier ça par P2 slash plus M2. L'indice gamma s'en va ici, donc je multiplie par gamma prime. Delta est le même qu'ici, donc je multiplie par P1 slash plus M1. Il me reste le alpha qui est ici, qui ferme la boucle et qui fait une trace de ce produit de matrice. Donc, c'est la démonstration de la formule de Casimir. Si j'applique, et là je ne ferai pas le détail ici, c'est une question de devoir, d'exercice à faire à la maison. Si j'applique cette formule de Casimir au carré de l'amplitude qu'on a calculée ici, on obtiendrait cette formule en fonction des différents quadris vecteurs énergie-impulsion des deux électrons, des deux électrons, c'est-à-dire P2 et P4, les deux muons, P1 et P3. Okay. J'aurai ici la masse de l'électron qui intervient et j'aurai une masse différente, M majuscule, disons, pour le muon. Et donc, j'aurai cette amplitude qui est quand même, vous allez me dire, une formule assez compliquée, mais gérable. Et si je passais ensuite, par exemple, dans un référentiel, ça pourrait être le référentiel du laboratoire, eh bien, j'aurais ici
une expression pour la section différentielle de diffusion qui serait donnée par ça. Donc, ça rajoute un peu de concret ici. Donc, j'ai une section différentielle de diffusion, j'ai l'angle de diffusion ici, j'ai le bêta qui représente en fait la vitesse du projectile, c'est l'électron ici, P carré. Donc, j'ai quelque chose qui ressemble à la section différentielle de Rutherford en fait. Là, je me suis placé dans le référentiel du laboratoire où le muon est fixe et l'électron s'en vient comme ça. J'ai dit que c'était un muon, ça pourrait être à la rigueur un proton, mais un proton, ce serait un petit peu différent parce que le proton n'est pas une particule ponctuelle à proprement parler. Une particule plus lourde que l'électron tout de même. Donc, j'aurais un facteur ici, pardon, qui reproduit essentiellement la section différentielle de Rutherford. Et j'aurais ce facteur supplémentaire qui est en fait une correction relativiste à la diffusion Rutherford avec ce bêta ici. Donc, cette section différentielle de diffusion, on l'appelle la section différentielle de Mott. Mott, M-O-T-T. Voilà. Et donc, l'effet relativiste est tel que lorsque θ, alors regardez bien, lorsque θ est proche de pi, d'accord, donc sinus carré de pi sur 2 donne 1, donc on a un facteur atténuant ici, hein, qui est d'autant plus important que θ est proche de la rétrodiffusion et que bêta est proche de 1. Donc la section différentielle associée à la rétrodiffusion est diminuée par les effets relativistes. Décrivons maintenant d'autres processus élémentaires impliquant des électrons et des photons, ou des fermions élémentaires et des photons. Il y a un processus qu'on appelle la diffusion électron-électron, ou encore diffusion Müller, qui est comme le processus précédent, sauf pour le fait qu'on a des électrons des deux côtés, ici et là. Donc, les électrons étant des particules identiques, indiscernables, eh bien, ce diagramme contribue. De même que ce diagramme où j'ai croisé les pattes des particules sortantes parce que les électrons sont indiscernables. Et en croisant les pattes, je dois m'assurer d'inclure un signe moins quand je combine les deux diagrammes puisqu'il y a donc antisymétrie de l'état final lors de l'échange des deux particules. Et ça contribue à l'amplitude de manière cohérente. C'est donc qu'en mettant l'amplitude au carré, j'aurai ceci au carré, ainsi que les termes croisés entre les deux. Il faut faire attention. Un autre processus, c'est la diffusion électron-positron ou la diffusion BABA, où, regardez ici, j'ai des flèches qui vont dans le sens opposé de ce que j'avais. Donc là, j'ai la particule numéro 2, la particule numéro 4 sont des positrons, 1 et 3 sont des électrons. Ça changerait bien sûr la forme de l'amplitude parce que j'aurais à la place des spinors U, j'aurais des spinors V, V bar et V. Donc avec une règle d'une formule de Casimir un peu différente, n'est-ce pas, quand j'ai des positrons, la règle de somme n'est pas la même, n'est-ce pas? Donc j'aurai des conséquences de ça. Ensuite, cette division BABA, j'ai deux diagrammes encore une fois. Un diagramme, dans les deux diagrammes, la ligne interne, le photon virtuel est présent, mais dans le deuxième diagramme, il est connecté, enfin, le photon virtuel est connecté différemment. 1 et 2 sont connectés au même photon virtuel, alors que 1 et 3 sont connectés au même photon virtuel dans le premier diagramme. On peut montrer, je donne ça comme référence, que la section différentielle de diffusion, dans ce cas-là, est donnée par cette expression. Cette expression est en fait invariante de Lorentz, puisqu'elle est exprimée en fonction des variables de Mandelstam, S, T, U, ainsi de suite, qu'on a déjà définies dans les problèmes. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus maintenant. Mais donc, cette section efficace est intéressante, enfin importante du point de vue de la production de particules chargées par des productions de paires, donc, de particules chargées. Lorsqu'on utilise des électrons et des positrons comme projectiles, on pourrait produire non seulement des électrons et des positrons dans l'état final, mais on pourrait aussi produire des paires leptons, antileptons. Ça pourrait être quark, antiquark, de toutes les sortes possibles.
Et lorsqu'on tient compte de ça, on a une section efficace totale qui va dépendre de la charge des particules dans l'état final, comme Q au carré. Donc ici, F désigne un fermion qui peut être un quark ou un lepton. Et si c'est des quarks, on aurait ici un nombre de types de quarks du même genre, donc ce serait en fait le nombre de couleurs qui apparaîtrait là. Et donc cette section efficace qui dépend du nombre de couleurs de quarks est assez important parce que historiquement, c'est ça qui a permis d'établir que le nombre de couleurs doit être égal à 3. En fait, c'est un des faits expérimentaux qui confirme que le nombre de couleurs de quarks est égal à 3. Donc, c'est important. Un autre processus que vous connaissez bien, sans doute, c'est la diffusion électron-photon ou la diffusion Compton. Dans ce processus, donc, j'ai un électron dans l'état initial, un photon dans l'état initial, et la particule virtuelle est un électron, ici. Et à la fin, j'ai un photon et un électron. C'est une diffusion. Sauf que, encore une fois, j'ai deux diagrammes possibles. Je pourrais connecter la particule virtuelle avec les particules 1 et 2, mais je peux aussi la connecter avec les particules 1 et 4, le phonon final, de cette manière. Okay. Il y a plusieurs façons de définir ou de dessiner plutôt ce diagramme. J'aurais pu aussi le dessiner d'une manière un peu étrange, comme ceci, avec des... non, pas, excusez-moi. Comme ceci, mais avec les lignes de photons croisées comme ça. Ça, c'est exactement équivalent à ça. D'accord? C'est simplement que il faut voir les diagrammes comme étant des objets 3D, non pas des objets planaires. Ce qui compte, c'est la position des états initial et final. Tout le reste, la position du reste est sujet c'est une question de goût, n'est-ce pas? Donc, on peut le dessiner un peu comme on veut, on pourrait le torsionner en 3D, et on pourrait simplement ramener ce que je viens de dessiner à ce qui est ici, simplement en supposant que donc, les vertex sont en fait mobiles, on peut les déplacer un peu comme on veut, dans le but de clarifier le plus possible la position des lignes, mais sinon leur position n'est pas fixe. Donc ce processus de diffusion électron-photon, la diffusion Compton, est connu surtout d'après, Compton a déterminé justement que l'énergie du photon sortant n'était pas la même que l'énergie du photon entrant, donc c'est un processus dans lequel le photon perd de l'énergie quand on est dans le référentiel du laboratoire. Donc on a un électron au repos, un photon qui arrive, l'électron est éjecté si on veut, le photon est diffusé, mais il perd une partie de son énergie qu'il a cédée à l'électron. Donc l'énergie de l'électron, pardon, l'énergie du photon final, E', est reliée à l'énergie du photon initial, E, par cette relation qui implique ici la masse de l'électron et l'angle de diffusion. Normalement, dans un système d'unités qui n'est pas les unités naturelles, on aurait besoin ici d'une certaine constante qui viendrait nous permettre de convertir, bien sûr, les énergies en masse. Il y aurait un H-bar qui traînerait là-dedans, donc il y aurait des fréquences. Bon, bref, là, ici, je n'ai pas indiqué ces facteurs. Mais plus compliqué serait le calcul de la section différentielle de diffusion qui porte le nom de Klein et Nishina. Ce n'est pas Compton qui l'a calculé, c'est une des premières applications de l'électrodynamique quantique. Et donc, cette section différentielle a la forme suivante, encore une fois, avec la même convention, E' et E étant les énergies des photons finales et initiales respectivement. Et ici, j'ai la constante de structure fil au carré. Et ici, j'ai le rayon classique de l'électron au carré. Donc, j'ai bel et bien une surface, c'est une section efficace, donc il faut que ce soit une surface. J'ai le carré du rayon classique de l'électron, le alpha carré, qui est sans unité, et ensuite des rapports qui sont eux aussi sans unité. Je donne ici des exemples de diagrammes qu'on pourrait écrire pour, par exemple, le processus de diffusion électron-électron, mais à un ordre supérieur de la théorie des perturbations. Donc, autrement dit, on a considéré précédemment le diagramme le plus simple. Maintenant, pour augmenter la précision des calculs, il faudrait aller à un ordre supérieur en théorie des perturbations, donc rajouter des vertex. Donc, ces diagrammes décrivent à peu près toutes les possibilités qu'il y a pour considérer des processus au quatrième ordre, donc qui comptent 4 vertex, dans ce processus de diffusion. Donc, bien sûr, je peux rajouter ici simplement une ligne interne de photons comme ceci. Je pourrais rajouter une ligne interne de photons qui croise la première, comme ça.
Et je pourrais ajouter des insertions sur les pattes, comme ici, ce qu'on appelle une insertion de self-énergie, c'est-à-dire que le fermion initial, ici l'électron, se trouve à émettre un photon virtuel et à le réabsorber par la suite. Et ça peut se produire ici, là, ça pourrait se produire ici ou là, c'est la même chose, c'est le même principe. Je peux aussi avoir un photon virtuel qui est émis avant l'interaction de vertex ici et réabsorbé plus tard. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une correction de vertex dans le jargon. Elle peut se produire à gauche comme à droite. Et enfin, j'aurai la possibilité, dans la ligne virtuelle, donc dans le photon virtuel, je pourrais avoir une espèce de création de paire électron-anti-électron, une bulle en quelque sorte, donc qui est émise par le photon virtuel et qui se recombine ensuite. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas d'un processus physique, mais uniquement d'un diagramme. Il faut faire attention de ne pas confondre les deux. Dans les règles de Feynman, il y a une provision de fait pour ce genre de boucle de fermions. Il faut ajouter un facteur -1 à chaque fois qu'une telle boucle est présente dans un diagramme, et ça, c'est suite à une application du principe de Pauli ou du principe d'antisymétrie. On peut montrer dans le détail que si on fait la combinaison des différents opérateurs de création et d'annihilation pour recombiner la paire après l'avoir créée, même si c'est une paire virtuelle, eh bien, il y aurait un nombre impair de fois où j'ai anticommuté les opérateurs d'annihilation et de création, et ce qui me donne un facteur de -1. Bref, les calculs perturbatifs aux ordres supérieurs peuvent devenir rapidement compliqués, mais le problème, la complication essentielle, vient du fait que pour chacun de ces diagrammes, j'ai une boucle, c'est-à-dire que j'ai toujours une quantité de mouvement interne qui n'est pas fixée par les lois de conservation à chaque vertex. Donc j'ai comme une espèce de quantité de mouvement interne ici qui peut faire la boucle, qui peut circuler là-dedans librement, ainsi que dans les autres. Et cette quantité de mouvement interne doit être intégrée. Je ne peux pas me défaire de l'intégrale par des fonctions delta dans ce cas-là. Il faut que j'intègre, et ces intégrales, comme on l'a découvert assez tôt, à la fin des années 20, début des années 30, sont toujours divergentes. C'est le sujet de la prochaine section. Merci.